Commençons par le muscle temporal. Le muscle temporal, c'est un muscle en éventail tendu entre la fosse temporale et le processus coronoïde. Le muscle temporal, il prend son origine à partir de la ligne temporale inférieure, la face interne des 2/3 supérieure du fascia temporal et se termine par un tendon puissant au niveau du processus coronoïde sur la crête temporale qui se trouve sur la face médiale du processus coronoïde, sur le bord antérieur et sur la face latérale du processus coronoïde. Il est formé par un faisceau antérieur vertical, un faisceau moyen oblique et un faisceau postérieur quasi horizontal. Pour l'innervation et la vascularisation, pour l'innervation, elle est sous la dépendance du nerf temporal profond antérieur, moyen et postérieur, qui sont des rameaux du nerf mandibulaire, plus précisément du tronc postérieur. La vascularisation, elle est sous la dépendance de l'artère temporale profonde antérieure, moyenne et postérieure, ainsi que pour les veines. Donc, rappelons que c'est un muscle qui s'insère sur la branche mandibulaire, plus précisément au niveau du processus coronoïde. C'est un muscle élévateur qui va assurer par son faisceau antérieur moyen l'élévation de la mandibule et par son faisceau postérieur la rétropulsion de la mandibule. Passons maintenant au deuxième muscle, le muscle masséter. C'est un muscle qui est quadrilatère, très puissant. Il prend son origine à partir de l'arcade zygomatique et se termine sur la branche mandibulaire. Le muscle masséter s'insère par deux faisceaux. Le faisceau superficiel, il prend son origine à partir des 2/3 antérieurs du bord inférieur de l'arcade zygomatique. Pour le faisceau profond, il prend son origine sur tout le pourtour de la face interne de l'arcade zygomatique. Le faisceau profond, il va se terminer sur la face latérale de la branche mandibulaire, près de la terminaison du tendon du temporal. Tandis que le faisceau superficiel, il se termine sur la face latérale de l'angle mandibulaire au niveau des bourrelets massétériques. Pour l'action de ce muscle-là, c'est un muscle qui est purement élévateur par ces deux faisceaux. Pour le troisième muscle, c'est le muscle ptérygoïdien médial. C'est le muscle opposé au muscle masséter à travers la branche mandibulaire. C'est un muscle quadrilatère qui s'étale entre la fosse ptérygoïdienne et la face médiale de l'angle mandibulaire. Les fibres musculaires se dirigent obliquement en bas, en arrière et en dehors pour se terminer sur les bourrelets ptérygoïdiens sur la face médiale de l'angle mandibulaire. Donc c'est un muscle déducteur de la mandibule lorsque la contraction elle est unilatérale et c'est un muscle élévateur de la mandibule en association avec le muscle masséter. Il est innervé par le nerf ptérygoïdien médial qui est branche du tronc commun, branche du tronc terminal antérieur, branche du 5-3. Il est sous la dépendance des artères et des veines ptérygoïdiennes. Passons maintenant au quatrième muscle, le muscle ptérygoïdien latéral, qui fait partie par convention des muscles élévateurs, tout simplement parce qu'il s'insère sur la branche mandibulaire. Donc, c'est un muscle qui s'étale entre le processus ptérygoïde et le condyle mandibulaire. Il est formé par deux faisceaux, un chef ou un faisceau supérieur qui est sphénoïdal et un chef ou faisceau inférieur qui est ptérygoïde. Pour l'insertion d'origine du muscle ptérygoïdien latéral, rappelons qu'il est formé par deux chefs. Pour le chef supérieur, il s'insère sur le tiers supérieur de la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde. Il s'étale sur la face infratemporale de la grande aile du sphénoïde et il s'insère sur le tubercule sphénoïdal. Pour le chef inférieur ptérygoïdien, il s'insère sur les 2/3 inférieurs de la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde. Il s'étale sur la face latérale du processus pyramidal et sur la face latérale de la tubérosité du maxillaire. Le chef supérieur, il se dirige horizontalement, en arrière et en dehors. Le chef inférieur, il se dirige obliquement, en haut, en arrière et en dehors. Pour la terminaison, pour le chef supérieur, il va se terminer par deux tendons. Un tendon qui va s'insérer sur le disque articulaire, c'est-à-dire au niveau du tiers médial du bord antérieur du disque articulaire,
et un tendon qui va se terminer sur le tiers supérieur de la fossette ptérygoïdienne. Pour le chef inférieur, il va se terminer au ptérygoïdien, il va se terminer sur les 2 tiers inférieurs de la fossette ptérygoïdienne qui se trouve sur la face médiale du corps du condyle mandibulaire. Pour l'action, le chef supérieur, c'est un frein protecteur lors du mouvement de rétropulsion du disque articulaire, alors que le chef inférieur, bien qu'il fait partie par convention des muscles élévateurs, son action, c'est un abaisseur de la mandibule. Les 2 chefs sont déducteurs lorsque la contraction elle est unilatérale. Passons maintenant aux muscles abaisseurs, plus précisément les muscles abaisseurs directs. Les muscles abaisseurs directs qui sont les suprahyoïdiens, ce qui s'insère au-dessus de l'os hyoïde. Donc on va détailler maintenant le muscle mylohyoïdien. C'est un muscle en nappe qui s'insère sur la ligne mylohyoïdienne, qui se trouve sur la face médiale du corps de la mandibule et qui se termine sur l'os hyoïde. Ce muscle-là, il est formé par 3 sortes de faisceaux. Faisceau antérieur, moyen et postérieur. Le faisceau antérieur, il va se terminer sur le raphet médian. Le moyen, il est oblique et il va se terminer sur le raphet médian. Pour le faisceau postérieur, il est beaucoup plus oblique que celui moyen et il va se terminer sur le faisceau, le raphet médian et sur la face antérieure de l'os hyoïde. Ce muscle-là, il constitue la charpente musculaire du plancher oral. L'action, lorsqu'il se contracte et lorsque l'os hyoïde il est stabilisé par les infrahyoïdiens, il va assurer l'abaissement de la mandibule. L'innervation musculaire, elle est sous la dépendance du nerf mylohyoïdien qui va passer dans le sillon mylohyoïdien et qui dérive du nerf alvéolaire inférieur, ainsi que pour la vascularisation, elle est sous la dépendance de l'artère mylohyoïdienne, la veine mylohyoïdienne, branche de l'artère et de la veine alvéolaire inférieure. Le muscle digastrique, c'est un muscle qui s'étale entre la région mastoïdienne et la région mentonnière. Il est formé par 2 ventres, un ventre postérieur et un ventre antérieur réunis par le tendon intermédiaire. Le ventre postérieur prend son origine à partir de l'incisure digastrique au niveau du processus mastoïde. Il se dirige en bas, en dedans, pour se terminer par le tendon intermédiaire qui va passer au-dessus de la petite corne de l'os hyoïde, entre la fourche tendineuse réalisée par le muscle stylohyoïdien. Rappelons que le muscle stylohyoïdien prend son origine à partir du processus styloïde. Il va se terminer par 2 tendons de part et d'autre de la petite corne de l'os hyoïde. À partir du bord antérieur du tendon intermédiaire s'insère le ventre antérieur qui va se terminer au niveau de la fossette digastrique. Donc, pour l'action du muscle digastrique, le ventre postérieur, il va stabiliser l'os hyoïde en association avec les infrahyoïdiens. Lorsque l'os hyoïde est stable, la contraction du ventre antérieur du digastrique, elle va assurer l'abaissement de la mandibule. Pour la vascularisation et l'innervation, le ventre postérieur, il est innervé par le nerf facial et le ventre antérieur, il est innervé par le nerf mylohyoïdien et le ventre antérieur du digastrique qui sont branches du nerf alvéolaire inférieur. Le muscle génio-hyoïdien, c'est un muscle entrant de cône qui va s'étaler entre les épines mentonnières inférieures et la face antérieure du corps de l'os hyoïde près de son bord inférieur. Le muscle mylohyoïdien, il est pris en sandwich entre le muscle génio-hyoïdien en haut et le ventre antérieur du digastrique en bas. Le muscle génio-hyoïdien, il assure l'abaissement de la mandibule lorsque l'os hyoïde est stabilisé par les infrahyoïdiens. Il est innervé par le nerf hypoglosse.